celles et ceux qui agissent sur le terrain. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Field, le podcast de Terre des Hommes qui part à la rencontre des travailleuses et travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Imhoff. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Valentina. Jean-Luc, tu as travaillé 30 ans sur le terrain dans une dizaine de pays et tu prends ta retraite tout bientôt. Tu vas nous manquer. Pour ceux qui nous écoutent, après avoir reçu ton CFC en Suisse, tu pars en mission en ex-Yougoslavie, puis au Rwanda pendant la période du génocide. Tu rejoins ensuite Terre des Hommes comme chef de délégation en Guinée, en Europe de l'Est, au Bénin, au Nigeria, au Sénégal et en Mauritanie, tout en étant né profondément sourd et appareillé. Tu nous racontais que tu t'es retrouvé avec un pistolet sur le front au Rwanda et que tu as été promu officier de l'Ordre du Mérite au Bénin. Autant dire que tu as plein de choses à nous raconter. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Alors, je te propose de revenir au début de ton parcours. À 26 ans, tu pars en ex-Yougoslavie avec le CICR. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le milieu humanitaire ? Oui, c'était en fait un rêve. À l'époque, je devais avoir 23, 24, 25 ans et c'était un petit peu le projet de vie. En fait, j'étais employé de commerce. En ayant fait un voyage autour du monde, c'est au retour de ce voyage autour du monde, en fait, pour 17 mois, j'étais à l'étranger. Et au retour, j'étais convaincu qu'en fait, il fallait que je fasse ce choix. Mais il fallait trouver une place. Et j'ai postulé. C'est le CICR qui m'a retenu, en fait, pour un entretien. Et puis, à ce moment de ce recrutement, je savais que j'avais à la fois des qualités, mais aussi des limites. Et les limites, c'était aussi en rapport avec ma surdité, mon handicap. Ça se passait plutôt bien. Le recrutement était de bonne qualité. J'avais vraiment l'impression de danser avec le recruteur. Ça se passait en bonne harmonie. Et je voyais qu'il était relativement confiant. Et puis arrive la fameuse question en mettant en évidence le port de mes appareils acoustiques. Il me dit, mais écoutez, il faut quand même que je vous pose une question parce que je vois que vous êtes appareillé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et à ce moment-là, j'ai dû être relativement honnête en disant que je suis profondément sourd et je porte des appareils acoustiques et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors évidemment, il était un petit peu embarrassé, il ne savait plus trop comment orienter l'entretien. Et il a pris un exemple très concret, il a dit je suis désolé, mais il faut que je vous pose une question quand même très sincère, une situation qui peut arriver avec le CICR, assez couramment même, c'est que, admettons qu'on vous engage et que vous êtes par exemple à Kaboul, au milieu de la nuit, il peut y avoir l'aviation, et si l'aviation arrive, il y a une sirène qui s'enclenche. Il va se passer quoi avec vous ? Et la réponse était la plus sincère possible, c'était de dire je serai certainement le seul qui va bien dormir. Alors forcément, il a beaucoup rigolé, il a dit, mais évidemment, c'est vrai, il ne peut pas y avoir autre situation que celle-là. Et puis, je serai en forme le matin, puisque je n'aurais pas entendu la sirène. Moi, j'étais conscient que je ne m'étais pas donné forcément les meilleurs points pour réussir l'entretien. Et, contre toute attente, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, le CICR me confirme mon engagement. Comment ce handicap il a impacté ta carrière ? Comment tu t'es adapté ? Et je pense que l'une des premières difficultés que j'ai dû faire face, c'était avec les appareils, notamment les radios. Les radios, par exemple, dans les voitures du CICR, on avait les radios et on devait se donner les positions. Donc les positions où on était, ce qu'on faisait. Et c'est vrai que là, j'avais des difficultés quand même assez importantes de comprendre la radio. Donc c'était une des premières limites que j'ai pu réaliser, que le métier n'allait pas être si évident que ça. Et tu pars après ça au Rwanda, toujours avec le CICR, pendant la période du génocide. En quoi consistait ton travail là-bas ? Alors après la Yougoslavie, qui était une mission juste incroyable, puisque c'était tout début de l'éclatement de la guerre en Yougoslavie, donc j'avais fait une année relativement difficile, complexe, lourde, intense, où j'étais très fatigué aussi. Et le CICR avait pris l'option, en fait, à ce moment-là, de me donner une mission calme, posée, qui était le Rwanda. Donc je regarde sur la carte géographique, Rwanda, tout petit pays, je lis un petit peu, magnifique pays de collines, de montagnes. Et finalement, j'étais tout content d'y aller. Il ne se passait pas grand-chose à l'époque, en 93, 93. Et arrivé sur place, la situation s'est dégradée et par la suite s'est transformée en pire cauchemar qui était en fait l'arrivée d'un génocide que beaucoup d'organisations, dont le CICR, n'ont pas vu venir de cette manière aussi forte et aussi intense et aussi insoutenable. Ce qui fait que j'ai vécu effectivement le génocide contre les Tutsis en étant au CICR en 93 et 94.
Tu m'avais raconté, toujours pendant cette période au Rwanda, que tu t'es retrouvé dans le cadre de ton travail, il me semble, avec un pistolet sur la tempe. Il est vrai que pendant le tout début du génocide, le 6 avril, lorsque ça a commencé à 7 heures du soir, on s'est retrouvés les jours suivants dans des situations juste complètement folles, puisque nous étions au milieu d'une population qui massacrait les gens. Et forcément, il fallait négocier les barrages. Donc on appelait ça les checkpoints. Les checkpoints, c'était des miliciens, ceux qui tuaient les gens. Et à chaque passage, il y avait des gens dans la voiture qui étaient en fait des personnes mal tuées, des personnes qui étaient censées être mortes mais qui n'étaient pas encore mortes, et que le CICR évacuait pour les mettre dans les hôpitaux afin qu'ils puissent être pris en charge. Et chaque fois qu'on passait les barrages, les checkpoints des miliciens, c'était une négociation de savoir si on pouvait passer, pas passer. Donc comme moi j'étais conducteur et en même temps en charge de la responsabilité du véhicule et des blessés, ben oui, on négociait effectivement avec les miliciens et les miliciens jouaient de cette situation, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient les pistolets devant nous, mettaient les grenades devant nous pour bien montrer que c'est eux qui avaient le pouvoir et que c'est avec eux qu'il fallait négocier. Et donc oui, effectivement, à ce moment-là, il fallait négocier en fait le passage pour que le véhicule puisse accéder progressivement vers les hôpitaux afin d'amener les blessés. Et dans tout ce contexte-là, est-ce qu'il y a un moment qui t'a peut-être donné de l'espoir? Oui, parce qu'en fait, mon histoire avec Terre des Hommes commence au Rwanda. Et Terre des Hommes m'a confié en fait, le premier poste, en fait, qui était la gestion en fait, d'un centre de détention pour des mineurs accusés de génocide, qui avaient participé au génocide et qui avaient la particularité d'avoir moins de 14 ans. Donc imaginez-vous, moins de 14 ans, ça veut dire que le centre était rempli de plus de 300 enfants de 7 à 13 ans qui avaient participé au génocide. Et donc Terre des Hommes avait un projet conjoint avec le ministère de la Justice. Je ne pense pas qu'aucune organisation, mais même aucun État, n'avait eu autant de responsabilités. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jeunes? C'était vraiment très avec des psychologues qu'on avait recrutés au Congo, parce qu'au Rwanda, il n'y en avait plus, ils avaient été tués. Donc, il fallait recruter pas mal de gens de l'extérieur pour pouvoir travailler avec ces enfants. Et la plupart de ces enfants, en fait, faisaient des dessins de comment ils avaient contribué, participé au génocide. Et ce qui était fou, vraiment fou, c'est que ces enfants nous disaient mais je ne sais pas pourquoi je suis dans cette prison. Alors on essayait de travailler pourquoi, comment, et ils disaient mais j'ai bien travaillé. En fait, j'ai bien travaillé, j'ai bien tué, j'ai bien participé, j'ai fait mon boulot. Et donc il fallait vraiment travailler l'impensable, c'est-à-dire faire comprendre à ces enfants, accompagner ces enfants qui avaient participé et qui se retrouvaient en fait dans une situation en fait, d'incompréhension. Je pense qu'un des moments forts, c'était l'animation. On avait une responsabilité d'animer et on avait organisé un match de foot. Un match de foot entre les enfants du centre de détention qui ont participé au génocide et les enfants rescapés. Les enfants rescapés qui se trouvaient sur les collines à côté. Et donc l'autorisation avait été donnée pour pouvoir sortir de la prison, accompagner des gardiens de détention. Et à ce moment-là, on a pu organiser un match de foot en fait, entre les rescapés et les génocidaires. Puis finalement, on les a mélangés tous ensemble. Et c'est là qu'on a eu un espoir. On s'est dit, il faudra travailler différentes approches, et notamment le sport, pour pouvoir participer à la reconstruction d'un pays et puis pouvoir réconcilier les cœurs et les âmes. Tu as travaillé dans d'autres prisons, après aussi, dans d'autres pays, parce qu'après le Rwanda, tu pars en Guinée pendant 6 ans avec Terre des Hommes en tant que chef de délégation. On est autour des années 2000, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu travaillais aussi justement dans ces prisons pour mineurs? Je suis arrivé en 96, j'ai fait 6 ans, donc 96 à 2002. C'est un pays où il n'y avait pas accès à la détention. Ni le CICR, ni Terre des Hommes, ni les autres organisations avaient accès à ces lieux. Donc durant 17 mois, en fait, j'ai négocié avec le ministère de la Justice pour savoir si on pouvait accéder. Il y avait forcément une sorte de peur de la part du gouvernement sur l'ingérence internationale ou tout simplement le regard d'une organisation étrangère. Et puis finalement, à force de travail, de confiance, d'un bon réseau sur place, des collègues guinéens, on a pu obtenir l'autorisation du ministère. Et à ce moment-là, on a accès à toutes les prisons du pays, tous les postes de police, tous les postes de gendarmerie. Ce qui fait qu'on a fait tout le pays pour se faire un état des lieux en fait, de la situation carcérale des mineurs.
Et nous étions la première organisation internationale à pouvoir accéder à ces lieux avec le ministère. Donc c'était une mission conjointe. Et là, c'est toute une histoire qui commence. Pour qu'on se rende bien compte, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemblaient ces prisons et dans quelles conditions étaient incarcérés ces enfants ils avaient quel âge? Alors, les conditions étaient évidemment très, très, très difficiles parce que la Guinée est un pays déjà, en fait, qui vit dans des conditions pas toujours évidentes. La population a des conditions aussi précaires, problème d'accès à l'eau, problème d'électricité. Alors, on imagine bien ce que ça signifie, les prisons, et bien sûr qu'il y a encore moins d'accès à tous ces besoins. Du coup, les conditions étaient très difficiles. Et pour les mineurs, ils étaient parfois séparés, parfois pas séparés des adultes. C'était une préoccupation relativement importante lorsqu'ils doivent être séparés ou pas. Et c'est là que Terre des Hommes véritablement a commencé à travailler avec le gouvernement pour, d'une part, comment on peut améliorer les conditions de détention et comment on peut améliorer les conditions judiciaires. Et l'UNICEF est devenu comme un partenaire important, clé, pour travailler ensemble. Après cette grande partie de ta vie en Guinée, tu deviens responsable des opérations pour la région Afrique, ici au siège. Puis tu retournes sur le terrain en 2010 au Bénin et au Nigeria. Et là-bas, tu es nommé chevalier de l'Ordre du Mérite. Comment est-ce qu'on reçoit cette nomination? On avait en fait lancé Terre des Hommes un important programme transfrontalier, c'est-à-dire concernant les enfants migrants, les enfants en fait venant d'une région très pauvre du Bénin. Ils partaient dans ces conditions pour pouvoir travailler. Et sur place, au Nigeria, ils se retrouvaient exploités dans des conditions difficiles de travail et parfois victimes de traite, de trafic des enfants. Et Terre des Hommes avait véritablement en fait, aidé le gouvernement béninois à se rapprocher du Nigeria, qui est un immense pays. Et c'est là où Terre des Hommes a joué sa partition, c'est de pouvoir aider les deux gouvernements à se parler. Et en étant sur place, j'ai beaucoup contribué effectivement à assurer ce dialogue entre ces deux pays. Et au moment du départ, je crois que le gouvernement du Bénin, c'est la raison pour laquelle ils m'ont nommé chevalier de l'Ordre du Mérite, parce que j'avais joué ma contribution, on va dire, pour rapprocher les deux gouvernements en lien avec le phénomène de la migration de ces enfants béninois. Et là-bas, comme dans plusieurs de ces pays, tu es chef de mission, chef de délégation. Ça ressemble à quoi ton quotidien? Est-ce que on se sent seul parfois? Est-ce qu'on a des doutes? À quoi ça ressemble d'être chef de mission dans un pays? Un chef de mission, un chef de délégation, c'est un chef d'orchestre. Donc, le matin à 8 heures, il y a 60, 80 employés qui partent avec différentes activités. Et une partie importante du chef de délégation, c'est de coordonner cet ensemble, c'est de mettre le personnel dans les meilleures dispositions de travail, et puis tout comme de dialoguer, de négocier avec les autorités, avec différentes instances, différentes organisations. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute, c'est vraiment d'être une personne qui a du lien avec le personnel et qui travaille sur l'humain. Je te propose maintenant de revenir sur quelques moments un petit peu clés ou quelques souvenirs. Un samedi après-midi, 4 inspecteurs viennent sonner chez toi pour l'anniversaire de ta voiture. Oui, alors ça fait partie des anecdotes en fait, les plus amusantes d'une carrière. Quand j'étais en Guinée, c'est un des pays qui était connu pour être l'un des plus corrompus. Un samedi après-midi, ça sonne à la porte et ce sont des inspecteurs avec des galons, les chapeaux, tout contents de me voir. C'est pas un moment qu'on vous cherche, on a une importante nouvelle à vous annoncer. On vous annonce que votre véhicule de Terre des Hommes, il a son anniversaire aujourd'hui. Votre véhicule a 3 ans. Donc évidemment, il faut jouer le jeu. À ce moment-là, on ne peut pas dire non, oui. Et là, je déclare effectivement que je suis très ému. C'est une nouvelle importante puisque je ne l'avais pas. Je n'étais pas au courant qu'il avait son anniversaire. Et du coup, il fallait trouver la parade par rapport à cette information, puisque bien sûr, il venait pour négocier quelque chose. Alors j'ai pris un morceau de gâteau que j'avais encore dans le frigo, des Fanta et des Coca, et j'ai dit, puisqu'elle a son anniversaire, il faut fêter ça. Alors on est partis tous ensemble vers le véhicule, un joli Pajero. On a posé le gâteau, on a bu les Fanta, les Coca, et on a chanté. On a chanté son anniversaire, comme on fait pour une chanson avec un gâteau. Et jusqu'à partager un peu les émotions, en disant heureusement que vous êtes là finalement. Et puis à un moment donné, oui, mais et les cadeaux? Ah ouais, les cadeaux, évidemment, j'ai dû communiquer, partager avec eux que ce n'était pas possible. Je n'étais pas informé. Vu leur arrivée soudaine, je n'ai pas pu préparer, je n'ai pas pu anticiper. Et par conséquent, je les invite plutôt à revenir
pour la 4e anniversaire ou le 5e anniversaire, sachant que j'allais tout être là. Et puis ils leur promettent qu'on fera peut-être encore mieux que cette fois. Alors, la déception était énorme parce qu'évidemment, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de cadeaux. Ils sont partis sans rien, ce qui était effectivement assez rare. Parmi tous les bénéficiaires que tu as rencontrés, les enfants, les familles, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué? Alors évidemment, sur 30 ans, il y a eu 15 ans de terrain, 15 ans d'expérience dans différents pays, des enfants, des adolescents qui sont venus, qui ont eu des belles histoires, il y en a beaucoup. Beaucoup d'anecdotes, mais surtout une qui m'avait beaucoup marqué parce que c'était une histoire en fait en suivi. C'était en Guinée, en fait, il y avait une jeune fille de 17 ans, illettrée, donc analphabète, qui était venue me voir, qui me dit « Jean-Luc, il faut m'aider, je veux réussir ». Quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti très fortement en elle, en fait, cette capacité, cette volonté de s'en sortir. Et ils étaient 3 comme ça venus voir moi, Jean-Luc, il faut que tu nous aides. Et comme j'avais un réseau sur place, j'avais un Italien qui travaillait dans une pizzeria. Et je lui avais demandé si c'était possible de prendre en charge, ou en tout cas de donner un stage à ces jeunes illettrés. Et puis j'allais les voir régulièrement. La fille s'appelait Kadiatou. Et ce qui est assez fou, je vous explique ça, pourquoi? Parce qu'en fait, 20 ans plus tard, donc maintenant, en 2021, 2022, ces personnes-là m'ont écrit, me dit Jean-Luc, Kadiatou me disait, je suis commissaire de police à Conakry, commissaire de police, alors qu'elle était illettrée à 17 ans. Et tout ce parcours, elle me dit, t'as des hommes m'a aidé. Et donc forcément, c'est très émouvant. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ce travail, pour être dans ce milieu? Il faut être un manager. Donc, manager, ça veut être à l'écoute. Travailler sur l'humain. Donc, travailler sur l'humain, c'est-à-dire de pouvoir rendre meilleurs les personnes avec qui tu travailles, leur donner des conditions de travail optimales, et puis d'être à l'écoute sur leur métier, parce qu'ils font un métier difficile, et il faut que je puisse bien comprendre leur réalité. Et donc, c'est vraiment d'accompagner, c'est vraiment de manager, c'est de coordonner, c'est de communiquer, c'est d'écouter. Ce sont ça les principales qualités que j'ai et j'espère avoir partagées. Et il n'y a pas des moments où, quand tu es confronté à tant d'injustice, tant d'inégalités parfois, est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est un petit peu démoralisant? Alors, je dirais plus, en tant que chef de délégation, c'est la solitude. Parce que ce n'est pas comme au siège. Au siège, il y a une équipe quand on a un problème. J'ai l'administration, j'ai les finances, j'ai les opérations qui sont tout autour. Mais quand on est sur le terrain et qu'on est chef de délégation, on est seul par rapport aux difficultés. Et quand vous avez des grosses difficultés de sécurité financière et autres, on n'a pas un siège, même si le siège, bien sûr, est là pour accompagner, mais on doit prendre des décisions dans cet entourage. Et si on fait un petit point sur l'avenir, pour finir, cette année, le secteur humanitaire a fait face à l'une des plus grosses crises connues historiquement, notamment à cause des coupes budgétaires du gouvernement de Trump. On a vu des licenciements massifs dans les ONG en 2025. Pour toi, quelle direction prend l'aide humanitaire dans les années à venir? Oui, c'est un tournant. C'est un tournant. Là, je pense que là, si on nous avait posé la question il y a 3-4 ans, si ça allait arriver, on n'aurait pas pu imaginer effectivement une réponse aussi forte. Ça met dans une situation extrêmement complexe. Mais il y a des organisations qui vont disparaître. Et donc, il va falloir vraiment être à la fois très compétent dans les 3 domaines, c'est-à-dire d'être une bonne organisation généraliste, de l'humanitaire aussi, mais surtout là où il y a de l'expertise. Parce que c'est là où probablement que les organisations, dans les 10 prochaines années, se distingueront. Celles qui véritablement contribuent, apportent, renforcent le système. Et pour finir, encore une question sur l'avenir. Comme tu prends ta retraite tout bientôt, comment tu te sens de quitter ce monde humanitaire après autant d'années? Je le sens comme une page de vie extraordinaire. En fait, j'ai eu vraiment je dirais pas de la chance, mais j'ai vraiment vécu en fait ce qui est le plus beau, ce que j'aurais espéré de plus beau en fait quand j'avais 25, 26 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai eu la chance de faire un métier extraordinaire. Et je suis assez soulagé, heureux d'avoir vécu cette période. Et puis je suis très content également que la génération suivante prenne la base en fait sur laquelle on s'engage. En tout cas, comme on l'a dit au début, tu vas beaucoup nous manquer ici à Terre des Hommes. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pendant ces années, pour ton engagement et pour ton temps aussi aujourd'hui pour cette discussion. On espère qu'elle aura pu vous inspirer.
N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux, tdh-org pour Instagram et TikTok et Terre des Hommes sur LinkedIn et Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode de The Field. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. The Field, les récits de celles et ceux qui agissent sur le terrain.